Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. J'espère que tant bien que mal que vous avez passé une bonne journée. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. L'actualité, c'est cet article qui est sorti il y a maintenant quelques heures sur le New York Times qui remet en cause notamment, peut-être pas la quantité, mais souvenez-vous, on est en juillet 2020, il y a ces 24 crânes qu'attendait tant donc la République, l'État algérien, la restitution donc de ces crânes de résistants. Donc c'est il y a 2 ans précisément que l'Algérie rapatriait les restes des 24 crânes, des symboles de la résistance. C'est un mot dont nous allons parler ce soir. À l'occupation française qui donc ont retrouvé leur terre natale, un accueil important par le chef de l'État, par le chef d'État-major, escorté par les avions militaires. Ce sont des crânes qui ont été conservés depuis plus d'1 siècle, plus de 50 ans et demi au musée d'histoire naturelle de Paris. On en verra quelques images tout à l'heure, des démonstrations donc de parachutistes, un accueil assez particulier et bien évidemment tout un peuple plutôt heureux de voir retrouver ces crânes donc au sein de son pays, au sein de l'Algérie. Le chef d'état-major avait relevé les efforts très importants, notamment du chef de l'État pour les négociations, les échanges avec l'État français pour le rapatriement donc de ces crânes, se félicitant du retour des héros sur la terre pour laquelle ils ont sacrifié leur vie, a-t-il dit. Il avait dénoncé également le visage hideux du colonialisme. Sachez que selon un recensement effectué en avril 2018, le nombre de crânes algériens conservés à Paris au musée de l'Homme s'élèverait à 536 provenant de toutes les régions d'Algérie. Voilà ce que nous dit notamment le journal, le New York Times. On va accueillir dans quelques instants le journaliste qui a publié cet article. Mais des documents du musée et du gouvernement français récemment obtenus par le New York Times montrent que 6 des crânes restitués étaient ceux des résistants. Les autres, dont 6 sur 24, vous l'avez compris, les autres n'étaient pas ou étaient d'origines incertaines. Aucun des 2 gouvernements n'a publiquement reconnu ces faits alors qu'ils cherchaient donc à tirer un avantage diplomatique de la restitution. Voilà ce qu'on peut retrouver au sein de cet article que je vous invite bien sûr à relire sur le site du New York Times. Alors le journaliste, c'est Constant Méheux, c'est un confrère, il n'est pas en direct ce soir avec nous, il nous a accordé cette interview tout à l'heure, je vous propose de l'écouter et on se retrouve tout de suite après avec nos autres invités. Constant Méheux, bonsoir, vous êtes journaliste au New York Times, bonsoir, vous m'entendez ? Je vous entends bien, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci cher confrère d'être avec nous. On va revenir sur l'actualité dans l'émission ce soir, suite notamment à votre travail, à votre article. Je vais lire une petite partie de l'article. J'invite vraiment les téléspectateurs et téléspectatrices à vous rejoindre sur le site notamment du New York Times pour retrouver le site dans son intégralité. Je cite, mais des documents du musée et du gouvernement français récemment obtenus par le New York Times montrent que 6 des crânes restitués étaient ceux de résistants, les autres n'étaient pas ou étaient d'origine incertaine. Aucun des 2 gouvernements n'a publiquement reconnu ces faits alors qu'ils cherchent certainement à tirer un avantage diplomatique de la restitution. D'abord, qu'est-ce qui a suscité, je pense que ça a été un travail de longue haleine puisque il faut d'abord aller à la rencontre du musée de l'Homme, il faut certainement aussi prendre contact, on va en parler avec la capitale algérienne et l'Élysée, avec Alger et Paris, mais qu'est-ce qui a suscité votre curiosité pour ces 24 crânes qui, de fait, étaient tout de même une gloire pour les 2 pays, notamment pour des relations diplomatiques? Écoutez, c'est, je dirais, un classique du travail de journaliste, c'est-à-dire que je travaillais sur un autre sujet qui était le sujet des restitutions des œuvres d'art et des réparations pour les anciennes colonies. J'ai rencontré des gens dans le cadre de ce sujet et quelqu'un m'a tout simplement parlé de cette restitution des crânes, m'a dit vous devriez aller enquêter, du moins regarder là-dedans parce que ce qui s'est passé n'est pas tout à fait clair.
c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, j'ai travaillé effectivement plusieurs semaines sur ce sujet. J'ai, comme vous l'avez dit, échangé avec des personnes du Musée de l'Homme, échangé aussi avec des personnes qui avaient suivi de près ou de loin cette restitution, et essayé d'échanger avec les gouvernements, puisque j'ai pas eu beaucoup de réponses. Et donc à la fin écrit cet article qui essaye un petit peu de, je dirais, retracer, du moins jeter un peu la lumière sur une restitution qui finalement était plus compliquée et problématique qu'elle ne pouvait paraître. En tout cas, une mise en lumière qui suscite une question. Quand on voit les relations diplomatiques qu'il y a entre deux États, entre guillemets, normaux, et quand on sait qu'on parle ici de l'Algérie et de la France et l'Algérie, deux pays qui viennent donc notamment de fêter, un pays qui vient de fêter ses 60 ans d'indépendance. Il y a eu ces rencontres entre Emmanuel Macron et le président Tebboune, Elisabeth Borne qui s'est rendue il y a quelques jours chez son homologue Ayman Ben Abdelrahman. Est-ce qu'on peut parler ici, avec l'enquête que vous fournissez, parce que ce n'est pas rien, ces 24 crânes étaient attendus, ils ont été accueillis, je le disais tout à l'heure en présentation, en grande pompe par le président algérien. C'était aussi une grande fierté pour la France, peut-être, c'est la question que je vous pose, afin de renouer peut-être de bonnes relations diplomatiques, mais une question, est-ce que selon vous, suite à cette enquête, et je parle aux journalistes bien évidemment, est-ce qu'on peut parler ici d'un mensonge d'État, mais j'ai envie de dire dans les deux sens, peut-être qu'Emmanuel Macron ment entre guillemets à son peuple, à son parlement, et puis d'un autre côté le président algérien aussi qui ment ici à son peuple et à ses institutions. Je me permettrai pas d'utiliser ce terme parce que c'est un terme qui est quand même très fort, qui est très connoté. Ce qui est certain, c'est qu'on a une restitution qui était connue des deux gouvernements pour ce qui est de l'identité des crânes, puisqu'encore une fois le contrat il a été signé en fin juin 2020 par les deux gouvernements, et qu'en revanche on a une présentation de cette restitution qui a été quand même différente de la réalité, l'identité des crânes. Je me permets de préciser ici quand même, on parle du coup de 6 crânes de résistants algériens qui étaient clairement identifiés d'après les différents rapports du Musée de l'Homme auquel j'ai eu accès, un certain nombre de crânes qui n'étaient clairement pas des résistants, notamment ces 3 crânes de tirailleurs algériens, c'est-à-dire qui combattaient dans l'armée française. Enfin, le reste, lorsqu'on parle d'une identité qui est incertaine, sont des crânes qui sont des crânes parfois de prêcheurs, de marabouts, parfois de personnes dont le rôle est en fait non clair. Certains sont également des prisonniers de guerre. Donc ces crânes-là pourraient être considérés pour certains peut-être comme des crânes de résistants, mais n'ont jamais été clairement identifiés tels quels dans les rapports du Musée de l'Homme. Voilà, c'est pour préciser aussi un petit peu, je dirais, l'absence de clarté sur un certain nombre d'identités. Pour revenir à votre question originelle, il y a une sénatrice, notamment Catherine Morin-Desailly, qui a beaucoup travaillé sur la question des restitutions des restes humains, qui elle qualifie cette opération de restitution de trompeuse, à la fois dans son fonctionnement et aussi dans sa présentation. Vous avez raison de le préciser. Je le disais tout à l'heure. Catherine Morin-Desailly, une sénatrice française, donc qui dit clairement que les affaires diplomatiques ont prévalu sur les affaires historiques. C'était bâclé, fait en catimini. Vous parliez d'identité. Est-ce que vous avez eu le privilège, peut-être, de voir les fiches de ces crânes, d'en voir quelques-unes? On parlerait peut-être pour certains tout simplement de personnes entre guillemets franco-françaises, anciennes prisonnières de droit commun, par exemple, ou est-ce que réellement étaient-ils tous et toutes des Algériens, des Algériens, en tout cas des personnes qui, entre guillemets, doivent être restituées à l'État algérien? Alors non, tous sont effectivement des Algériens, ça c'est clair. Dans le contrat de gouvernement qui a été signé fin juin 2020, il y a une annexe de 4 pages qui détaille les noms et les identités de ces 24 crânes, du moins les identités du mieux possible. Donc tous sont algériens. Le problème en revanche, c'est que tous ne sont pas des résistants algériens tels que ça avait été présenté publiquement.
Vous avez apparemment donc tenté de joindre l'Élysée, si je me trompe pas, si je m'en réfère à l'article. On vous a redirigé vers le ministère des Affaires étrangères, et ce qu'on dit clairement en fait, que c'est clair. Je vais vite, hein, c'est pas vos mots bien sûr, ce ne sont pas vos mots, mais peut-être que c'est clair, net et précis, puisque les deux États ont approuvé. Donc tout est normal, tout est clair. Oui, bah, tout simplement, vous avez en fait les ministères pour représentant chaque gouvernement qui ont signé ce contrat. Donc c'est évident que chaque gouvernement connaissait l'identité de ces crânes, puisqu'encore une fois, il y avait une annexe de 4 pages qui était ajoutée, qui était liée à ce contrat qui détaillait les identités. Pour ce qui est du coup des réponses des gouvernements pour les deux pays, au niveau français, comme vous l'avez précisé, l'Élysée n'a pas souhaité répondre, mais a redirigé du coup les questions vers le ministère des Affaires étrangères, qui a simplement dit que, je n'ai plus exactement la citation, mais que la liste des crânes avait été approuvée par les deux parties. Côté algérien, j'ai relancé à de nombreuses reprises l'ambassade d'Algérie en France, le ministère de la Défense, ainsi que des membres algériens de la commission scientifique qui avait étudié justement ces crânes. J'ai eu aucune réponse de ce côté-là. On connaît je vous le disais tout à l'heure, on connaît les relations entre ces deux peuples, cette histoire, l'Algérie, la colonisation, la rente mémorielle. L'Algérie et la France viennent de vivre une année après apparemment des relations plutôt apaisées diplomatiquement, de vivre une année du je t'aime moi non plus, du chat et de la souris à différents niveaux. Alors je rappelle que dans votre article vous évoquez aussi d'autres exemples, hein, concernant notamment d'autres pays, notamment sur certains objets qui doivent être restitués comme certains pays de l'Afrique subsaharienne. Mais sur un article comme celui-là, je vous le disais, quand on connaît vraiment l'enjeu et les relations entre l'histoire de ces deux pays, est-ce que vous n'ayez peut-être pas crainte, enfin c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que vous pensez que demain, justement, cet article-là va générer peut-être une nouvelle crise diplomatique, de nouvelles tensions entre les deux États, et créer peut-être encore des amalgames à l'intérieur des peuples vis-à-vis de la confiance qu'ils peuvent avoir, notamment auprès de leurs institutions ou de leur État? Écoutez, pour être très honnête, j'en ai absolument aucune idée. Hein. C'est très difficile d'évaluer à l'avance comme ça, ou en tout cas le lendemain de la publication de l'article, quel effet il peut avoir. Je note néanmoins, si j'en crois cette interview, qu'il y a de l'intérêt pour les informations qui y sont ici révélées. Mais au fond, à mon avis, cette affaire de la restitution des crânes qui a été, pour reprendre le mot de la sénatrice, bâclée, elle révèle quelque chose, qui est que les relations franco-algériennes sont très alambiquées, même lorsqu'il y a des épisodes de réconciliation très symboliques comme ce retour des crânes. La réalité parfois est plus compliquée, et cette réalité, elle dit aussi beaucoup d'une relation qui, à mon avis, est faite encore de tensions, encore de non-dits, parfois de, incompréhension ou volonté de mettre sous le tapis des complexités historiques. Je note que sur les derniers mois, avec la visite du président Macron et la première ministre, Elisabeth Borne, les choses, je dirais plutôt les relations semblent s'améliorer. Je note néanmoins que lors de ces deux visites, à la fois lorsque le président Emmanuel Macron a visité fin août et Elisabeth Borne a visité ce mois-ci, le sujet des crânes a été rapidement abordé, à chaque fois pour dire soit lors de la première visite que le travail allait continuer sur la restitution, je cite, des crânes de résistants algériens, et lors de la seconde visite, le Premier ministre algérien qui lui s'est félicité d'une opération en 2020 de restitution qui s'était bien passée. Donc là encore, il n'y a pas de reconnaissance officielle de la réalité de cette restitution, que ce soit à la fois sur les identités des crânes ou également sur, je dirais, la question de la propriété, puisqu'on l'a pas encore évoqué, mais ces crânes n'ont en vérité été que prêtés pour 5 ans, en attendant qu'une loi de restitution qui permet du coup de sortir ces crânes de la propriété du musée soit votée, ce qui n'a toujours pas été fait. Dernière question avant de vous libérer. Vous avez fait cette enquête, vous avez interviewé, vous avez fait votre investigation pour reprendre notamment deux personnalités que vous avez rencontrées qui font aussi le contenu de cet article. Christine Lefebvre, responsable du Musée national d'histoire naturelle, qui dit il y a des enjeux politiques qui échappent à notre contrôle. Il est
clair qu'ils ne sont pas tous des combattants. Fin de citation. Et pour Pierre Ouzoulias, qui est sénateur français, lui, il déclare que Monsieur Macron, je cite, avait eu besoin de donner un rameau d'olivier à l'Algérie. Il y avait les crânes, il les a utilisés pour ça. En un mot, avant de se quitter, est-ce que vous, après cette enquête, est-ce que selon vous, cette restitution des crânes, elle est fondée, elle est sincère, elle est vraiment là pour construire un apaisement, des relations entre ces deux pays plutôt fraternelles, claires, de transparence aussi pour construire une autre histoire entre les deux pays, où c'est vraiment du saupoudrage pour des relations diplomatiques dans cette période notamment, on va pas y revenir, de crise géostratégique par exemple. C'est compliqué de répondre à cette question pour une raison simple, qui est que les gouvernements des deux pays ont globalement refusé de répondre à mes questions. Donc je peux évidemment pas interpréter leurs pensées à leur place. Ce que je note, c'est que il y avait une demande qui était là depuis quand même déjà plusieurs années côté algérien d'avoir ces crânes, qu'il y a eu un travail qui a été mené au niveau du Musée de l'Homme, mais que très vite, selon plusieurs professeurs, en tout cas académiciens au Musée de l'Homme, et seulement également des sénateurs qui ont suivi ce dossier, très vite les enjeux politiques, les enjeux diplomatiques ont repris le pas. Okay. C'est uniquement ce que je peux noter basé sur les faits. Pour ce qui est d'interpréter, je dirais, la sincérité de cette restitution, j'ai peur de ne pas pouvoir interpréter des choses que je ne connais pas. Merci. En tout cas, à l'heure actuelle, toujours pas de réaction ni de droit de réponse demandé de la part de l'Élysée ou du palais El Mouradia. Toujours pas, non. Après, je leur avais proposé de répondre à mes questions, ils n'ont pas souhaité, donc c'est une réponse en soi. Merci, cher confrère. Merci, Constant, d'avoir été Constant, mais journaliste au New York Times. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, de retour donc sur le plateau de Microscoop, vous êtes bien en direct. Cette interview a été enregistrée tout à l'heure en fin d'après-midi, puisque le journaliste donc Constant du New York Times ne pouvait pas être en direct ce soir, mais il nous a consacré ces quelques minutes. Voilà, il nous a donné un petit peu les faits, comment il a écrit cet article et de quoi il en retournait. On va en débattre dans quelques instants avec nos autres invités que je vous présente d'ores et déjà. Lies Djebaili est avec nous, ingénieur économiste, militant politique. Bonsoir Lies Djebaili. Bonsoir Chabal, merci pour votre invitation. Je salue tous nos compatriotes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et toute l'équipe d'Al Marabiya et votre invité. Merci infiniment. Je rappelle que vous étiez aussi présent hier sur le pont Saint-Michel, puisqu'on a consacré toute une journée, notamment au 17 octobre 61. Et c'est un peu aussi la continuité ce soir, puisqu'on parle d'histoire, de colonisation, de rente mémorielle, aussi de transparence et d'honnêteté dans ces relations. Est avec nous Aziz Moatz. Bonsoir, cher Aziz Moatz, journaliste, écrivain. Vous êtes agronome, historien aussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cher Aziz Moatz. On va prendre quelques petites minutes. On va s'arrêter puisque je l'ai rencontrée hier soir une nouvelle fois. On se croise déjà depuis plusieurs années. Elle est avec nous. Samia Meshoudi, bonsoir. Vous êtes journaliste, cofondatrice avec Mahdi El Alaoui, qu'on salue, de l'association Au nom de la mémoire, et vous êtes autrice, vous avez publié, autrice de La connaissance à la reconnaissance. Voilà, deux mots importants aux éditions Au nom de la mémoire l'année dernière. Bienvenue à Samia Meshoudi. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. On va s'arrêter. Il était important quand même de vous avoir quelques minutes, même si on a consacré hier toute une journée à cette grande journée qui commémore le 17 octobre 61. Peut-être un mot. D'abord, je rappelle que vos parents ont manifesté. Vous étiez toute jeune à l'époque. Vous aviez à peine 6 ans, si je me trompe pas. Peut-être un mot sur cette journée. Une manifestation à la base pacifique. Ce sont des travailleurs qui vivaient dans des conditions parfois difficiles. Ce sont des Algériens. On est en 61, pas d'indépendance encore, et en 61, donc ces Algériens sont là aussi pour construire, apporter l'économie à la France. Ils partent marcher, et là il y a un couvre-feu. Alors vous avez raison de
vous avez raison de le souligner. Il s'agit d'une manifestation pacifique de travailleurs. Mon père et beaucoup d'autres en étaient, et mon père est allé manifester effectivement avec mes deux frères et sœurs aînés. Mais voilà, il nous a raconté le 17 octobre 61 pendant les années qu'on suivit. Moi, j'étais enfant, mais adolescente, je prends connaissance de cette manifestation et je m'empare de cette histoire, de cette mémoire, à la fois personnelle mais collective très vite, puisque je vais fonder avec Mehdi Lalaoui, mon compagnon d'engagement, comme on dit, cette association dans la mémoire pour porter cette volonté de sortir de l'oubli, en tout cas y apporter la connaissance et la reconnaissance de ce que fut le massacre des Algériens à Paris. Le pacifisme, il est important. Hein. C'était ces marches, donc, ce sont, vous le disiez, hein, et vos parents en faisaient partie. Ils vous ont raconté l'histoire par la suite. D'où vient cette fermeté? C'est le préfet Papon. Pourquoi cette violence? Et il y a malheureusement ce slogan malheureux qui reste gravé, qui restera gravé. Ici, on noie les Algériens. Et d'ailleurs, un mot aussi sur les chiffres, puisque certains chiffres officiels parlent de 3 personnes, et aujourd'hui, d'après les recherches, les historiens, les personnes qui ont perdu leurs proches, on dépasse les 300 victimes. Alors, vous savez, par rapport à la violence de la répression, Maurice Papon, qui était soutenu par la plus haute autorité de l'État de l'époque, hein, le général de Gaulle, pour ne pas le nommer, n'avait plus rien à perdre, hein, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que c'était à quelques mois. On est à quelques mois de la fin de la guerre et voilà, il décide de cette répression sanglante. Un mot sur ici on voit les Algériens pour votre information. Hier sur le pont Saint-Michel, il y avait l'épouse d'un des 2 militants qui a écrit ce slogan à la chaux blanche, hein, le 17 octobre 61. Ici on voit les Algériens. Elle était sur le pont. Il s'agit de Madame Mention. L'auteur est Jean-Michel Mention, qui n'est plus là aujourd'hui, un des auteurs, et le deuxième est Jean-Marc Binoche, qui est le père de la grande comédienne que l'on connaît. C'est important de rappeler que c'était 2 militants à l'époque qui écrivaient, et que hier, son épouse est tous les ans au rendez-vous le 17 octobre sur le pont Saint-Michel. Voilà pour le slogan. En ce qui concerne le nom, on sait tous, hein, les militants, les historiens, les chercheurs, que le chiffre fantaisiste du préfet Papon de 3 est impossible. Il y a un minutieux et précieux travail de Jean-Luc Enaudi qui est allé chercher des outils parisienne et qui a vu les grands registres des noms avec tous les noms des Algériens qui sont morts sous les coups, qui ont été blessés, qui ont été jetés dans la Seine. Et là, il y a des noms, des prénoms, des âges. Donc, il n'y a aucune incertitude de penser que c'était et celui-là. Donc, on pense, on a les chiffres réels à peu près, et ils ne sont pas précis. Hein, il y a encore du travail à faire, comme il y a un autre travail à faire qui est celui de la reconnaissance. Encore deux mots avant de vous libérer. Pourquoi on leur a imposé pourquoi ce couvre-feu était imposé à l'époque, puisque c'est ce qui a suscité aussi ce mouvement? C'est parce que la France commençait à comprendre qu'elle allait perdre l'Algérie? Oui, tout à fait. Là. Quelque chose de cet ordre-là, vous avez raison de le souligner. La France avec l'Algérie, un mois après, il y avait, enfin pas un mois après, c'est discussion. Je le disais, le préfet de police Maurice Papon. Excusez-moi, apparemment on me dit, alors moi en plateau c'est vrai que j'ai un bon retour, mais apparemment on me dit qu'il y a un petit souci de réseau. Cher Samia Messaoudi, est-ce que vous pourriez peut-être juste vous déplacer un petit peu? Parfois les aléas du réseau font partie du jeu. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Bien peut-être? Vous m'entendez mieux là? Ah oui, très bien, voilà, très bien. Je vous laisse terminer. Moi, je vous entendais bien. Hein. Non, ce que je vous disais, papa, vous me rappeliez pourquoi rappelez-moi de ce que vous me demandiez. Je vous disais pourquoi on leur a imposé, certainement peut-être parce qu'on est en 61, on est en octobre 61. La France commence à comprendre qu'elle est en train de perdre l'Algérie. C'est ce qui a fait en sorte que le préfet impose ce couvre-feu. Je le disais tout à l'heure, il y a effectivement le préfet de police qui disait,
qui disait même, d'ailleurs, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre puisque l'Algérie, les accords d'Évian étaient déjà pressentis, enfin en tout cas discutés. Ça s'appelait pas encore les accords d'Évian en octobre, certes, parce qu'ils se sont passés sur la ville citée un peu plus tard, mais en tout cas il y avait déjà des discussions d'apaisement, de cesser le feu, comme on a dit ensuite, etc. Donc il est allé il avait les coups des franches et puis il est allé dans la violence qu'on a racontée, qui était celle du massacre des Algériens. C'est pour ça que d'ailleurs la France aujourd'hui a encore du mal à évoquer, à dire les mots que sont ceux des militants et des militantes qui revendiquent le fait qu'on dénonce cette violence, cette répression policière du préfet de police Maurice Papon comme crime d'État, parce que c'est un crime d'État, c'était le plus grand crime encore aujourd'hui, et qui a tué un certain nombre d'hommes et d'Algériens, mais qui étaient français finalement, puisqu'on était encore françaises. En tout cas, c'était tous ces hommes qui ont été jetés dans la Seine avaient un statut d'indigène, mais en réalité, en plus de ça, c'était une manifestation discriminatoire, puisque elle était visée que pour ces hommes-là, ces travailleurs qui avaient décidé d'aller manifester pacifiquement, comme on le dit toujours, ce jour-là. Dernier mot avec vous. Cette reconnaissance, elle n'est pas encore arrivée et le combat est encore à mener. Certes, il y a eu des avancées, des petits pas, comme on dit encore aujourd'hui, mais la reconnaissance officielle de la plus haute autorité de l'État est quand même à espérer et à y croire. C'était en tout cas, c'est la volonté des militants qui le disaient encore hier soir sur le pont Saint-Michel. Alors effectivement, les militants revenaient sur ce 17 octobre et espéraient et croyaient à ce que la vérité soit faite, à ce que les choses soient dites, mais croient aussi vous étiez auprès des militants, des hirakistes, c'est ceux qui pacifiquement maintenant depuis plusieurs années demandent un changement de système et de vivre dans un autre pays. Est-ce que on peut, la journaliste et l'écrivaine que vous êtes aussi, la militante bien sûr, est-ce que vous voyez quelque part une certaine continuité d'une diaspora qui était là hier à Paris encore et qui commémore le 17 octobre et qui en parallèle demande un changement de système aussi, demande à vivre librement dans ce pays qu'ils aiment tant qu'est l'Algérie? Alors moi, j'avouerais que la ressemblance qu'on a, c'est une ressemblance autour de la démocratie, de cette volonté qu'avait le peuple algérien d'aller vers l'indépendance, qu'a ce peuple algérien aujourd'hui que de vouloir de la démocratie. Voilà une ressemblance idéologique, citoyenne et d'une société nouvelle pour l'Algérie aujourd'hui. Mais laissons l'histoire et le temps de l'histoire à sa propre mémoire. C'est-à-dire que le 17 octobre 61, être sur le pont Saint-Michel hier soir à 18h ou dans d'autres lieux en région parisienne ou en France en général, parce qu'il y a eu Grenoble, Valence et d'autres villes encore, c'est commémorer cette violence qui a été faite à la communauté algérienne de France cette année-là, qui étaient des ouvriers et qui étaient victimes de la répression sanglante lors de la manifestation. Merci, cher Samia Meshoudi, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes cofondatrice de l'association Au nom de la mémoire avec Mahdi Lalaoui et puis autrice. Vous avez la une de votre livre De la connaissance à la reconnaissance, 17 octobre 61. On l'a compris, 61 ans après, l'histoire continue à être écrite puisque la vérité n'est toujours pas faite aux éditions Au nom de la mémoire. On va retrouver nos deux autres invités pour donc revenir sur cette actualité, sur ces 24 crânes restitués. On va retrouver ici Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne, lors de l'accueil, on est en juillet 2020, de l'accueil de ces 24 crânes de résistants. وأبى العدو المتوحش إلا أن يقطع آنذاك رؤوسهم عن أجسامهم الطاهرة نكاية في الثوار ثم قطع بها البحر حتى لا تكون قبورهم رمزا للمقاومة ودليلا على رفض الاحتلال ظنا منه أن معركة الحرية والكرامة والاستقلال ستنتهي بنفيهم ومحو آثارهم وغاب عنه أن أرواحهم باقية في وطنهم وهي الآن معنا في هذا الرحب
شاهدة على هذه الوقفة التاريخية لأحفادهم. بعد ساعات ومع إطلال الجمعة المباركة ستحط بإذن الله في مطار هواري بومدين الدولي طائرات عسكرية من قواتنا الجوية قادمة من فرنسا، وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم من جل مناطق الوطن مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن أكثر من 170 سنة. Voilà, vous venez donc d'entendre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accueillait et qui honorait, qui était fier, la fierté de toute une nation, suite donc au rapatriement des 24 crânes de résistants. Voilà comment donc ils sont appelés encore aujourd'hui par les deux États. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que suite à cet article, à l'enquête de ce journaliste du New York Times qu'on entendait tout à l'heure, il ne s'agit pas ici, pour vous donner le titre de l'émission, mais vous l'avez vu maintenant depuis le début de l'émission, n'est-il pas question d'un mensonge d'État? Aziz Mouatz, rebonsoir, écrivain, journaliste, agronome, vous êtes passionné d'histoire aussi, bonsoir une nouvelle fois. D'abord, on est en 2020, l'accueil de ces 24 crânes, pour vous, ça, en tant qu'Algérien, écrivain, qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, je voudrais dire deux mots, parce qu'on va revenir sur le débat. Sur cette affaire révélée par le New York Times, c'est une vraie forfaiture d'État, c'est un faux d'État, c'est une arnaque, c'est de l'esbrouf. Et ça correspond tout à fait à la haine de la France coloniale qui se perpétue. Alors je rappelle que c'est un journal qui n'est pas français. Ah oui, mais je sais que c'est le New York Times, oui. J'ai suivi, je connais très bien, oui. Évidemment, cette restitution, maintenant il faut la mettre entre guillemets, était très attendue, d'autant plus que nous avions été 300 000 Algériens et Français à avoir signé une pétition initiée par Brahim Senoussi, et l'initiateur premier est un historien qui lui est à l'origine de la découverte, c'est Farid Ali Belqadi que j'ai vu. Et donc on était évidemment dans cette perspective en se disant, d'abord ces têtes-là n'ont rien à faire en France, et il était normal que ces crânes reviennent en Algérie. C'était pour nous et pour tous les Algériens. Je suis pas habilité à parler au nom des Algériens, mais je parle au nom de ceux que je connais qui sont dans la même mouvance. C'était pour nous quelque chose de symbolique. C'était très important parce que moi aussi, je suis descendant d'une famille qui a été massacrée. Les massacres, la répression du 20 août 1955 dans le nord constantinois a fait 20 000 victimes. Et sur les 20 000 victimes, il y en a peut-être 5 000 ou 6 000 qui sont connues. Toutes les autres victimes, on ne sait même pas où elles sont, où elles ont été jetées, dans quelle fosse commune elles ont été jetées. Je rappelle qu'un cousin qui était dans l'armée française a été reçu par le commandant de la 10e région militaire, qui commandait donc toute l'Algérie, et la seule chose qu'il a trouvé à lui dire, je peux rien faire pour vous, je vais essayer de faire quelque chose, il n'a jamais rien fait. C'est quand même terrible, cette France qui nous poursuit et qui ne nous lâchera pas. Moi, je pense que cette histoire, elle devrait sonner quelque chose, faire bouger quelque chose en Algérie, et surtout faire prendre conscience à ceux qui dirigent ce pays, à tous les autres, et aux citoyens algériens, que le différend qui nous a toujours opposés à la France coloniale est un différend qui persiste, qui se perpétue. C'est pas la commission, c'est pas Benjamin Stora, c'est pas une statue, c'est pas une rue qui vont régler ce problème-là. Le problème est beaucoup, beaucoup plus profond et nos souffrances sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes.
Restez avec nous, Aziz Mouad. Je reviens vers vous dans un instant, notamment pour voir et avoir un peu votre avis, comment vous qualifiez notamment d'abord de ces informations qui sortent du New York Times. C'est un journaliste qui a fait un travail d'investigation, on l'a écouté tout à l'heure, mais la question que je vous poserai, comment vous comprenez ces éléments? Est-ce qu'on peut parler de mensonges ou est-ce que pour vous c'est tout à fait normal? Mais la même question, Les Jebali, bon, vous êtes algérien, vous êtes à Paris. Lorsque la France remet en 2020, après des négociations, ces crânes tant attendus, après des négociations, je le disais, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour vous, c'est une récompense peut-être pas, mais en tout cas, vous êtes fiers. C'est un combat, un nouveau combat de gagner dans ces relations entre ces deux pays? Au fait, tout d'abord, l'initiative, elle émane pas de l'Algérie officielle, de l'État algérien en tant qu'État. Elle émane d'un archéologue, Ali Belkadi Farid, en 2011 et qui n'a pas eu beaucoup de succès. Ça a été relancé par Brahim Sennoussi en 2016, qui a eu 30 000 signatures, dont Gilles Monseran, Benjamin Stora et Pascal Blanchard. Mais 24 crânes sur plusieurs milliers, c'est bien peu. Il faut savoir que ces crânes émanent de résistants qui ont été abattus, assassinés, tués par le corps expéditionnaire français sous la monarchie de Juillet. C'est très important, sans parler du Second Empire, ainsi de suite. Donc 24 crânes sur plusieurs milliers, c'est bien peu. C'est que la France officielle, pas la France du peuple, pas le peuple français, la France officielle, elle monnaie, c'est une affaire de marchandage et de marketing, parce qu'elle considère que les crânes, il faut savoir que les crânes de nos compatriotes algériens qui sont tombés sous le bal du corps expéditionnaire français remontent, c'est-à-dire que la résistance ne remonte pas, elle remonte depuis 1830, c'est-à-dire le mythe de la géographie de la guerre d'Algérie, non, elle remonte beaucoup loin, c'est-à-dire en 1830, ainsi de suite. C'est que la France officielle, c'est une monnaie elle essaie de monnayer, elle fait du marketing et du marchandage. Et l'Algérie officielle n'a jamais demandé la restitution de ces crânes. C'est une situation aussi scandaleuse qu'ubuesque. Pourquoi? Parce que la France, pour restituer les crânes, elle a demandé une demande officielle. Une fois la demande officielle émanant de l'État algérien, il faut une loi spéciale du Parlement français. Et s'il y a un avis favorable, on restitue les crânes. Ça veut dire quoi? Pourquoi la réticence de cette France coloniale, en fait? C'est parce que le mythe de la mission civilisatrice, il peut être craché dans les poubelles de l'histoire. Et aussi c'est une question d'indemniser. Il faut retrouver les descendants. Et pourquoi l'Algérie officielle n'a pas fait la demande? En tout cas, le 3 juillet 2020, quand les crânes sont arrivés à l'aéroport Houari Boumediene, il y a 24 crânes. Mais 24 crânes pour les Français, pour la France officielle, c'est considéré un bien inaliénable, invendable, parce qu'il appartient, c'est un butin de guerre, et un butin de guerre, je ne le vends pas, je le restitue parce que c'est moi qui demande. C'est que, il faut savoir, il faut distinguer les choses. C'est que maintenant, on apprend, à ma grande surprise, et à la grande surprise de tout le peuple algérien, sur 24 crânes, il y a 6 qui sont c'est-à-dire alors c'est la réaction, Liaz Jebali, c'est la réaction que je vous demande, c'est la réaction que je vais vous demander juste derrière. Je reviens vers vous. Il nous reste encore quelques minutes à tous les deux. Alors vous citiez tous les deux effectivement Monsieur Belkadi, qui a décrit d'ailleurs en 2010, lorsqu'il a commencé à faire ses recherches, il a décrit la découverte comme une découverte monstrueuse qui en dit long sur la barbarie coloniale. Fin de citation. Aziz Mouad avec nous. Aziz Mouad, maintenant, s'il vous plaît, une réaction sur cette découverte, en tout cas cette investigation. Quand on apprend avec le New York Times que seulement 6 sur 24 donc
crânes sont des résistants, entre guillemets, des martyrs, des résistants qui ont vraiment combattu, même si les autres, qui d'après le journaliste, je vous l'avais entendu, sont des Algériens et des Algériennes, ont la toute légitimité de rentrer au pays. Mais ce qu'avait évoqué Abdelmadjid Tebboune, donc président algérien, et Emmanuel Macron, président français, ce sont 24 crânes de combattants, de résistants. Est-ce que là, on peut parler de supercherie? Est-ce qu'on peut parler de mensonges, selon vous, voire de mensonges d'État ou pas? Moi, je parle de mensonges d'État et je parle de forfaiture. Excusez-moi, j'ai pas entendu. De forfaiture. C'est une véritable forfaiture. C'est de l'esbrouf à un niveau très élevé de l'État français, j'imagine. J'espère que je me trompe. Mais à la fois, le journaliste nous disait tout à l'heure aussi que, d'ailleurs, il le dit dans son article, que les deux États n'ont pas répondu, et les réponses qu'il a eues en tout cas, c'est le fait que ça a été un accord commun, donc ça a été approuvé par que la liste des crânes restitués avait été approuvée par les deux parties. Donc il peut y avoir ici peut-être entre guillemets une supercherie française, mais est-ce que l'État algérien, le président algérien n'était pas au courant de cette liste faussée, j'ai envie de dire, si on en croit bien sûr l'enquête du journaliste, Moi là je rentre pas dans ce genre de réputation parce qu'on n'en sait rien. C'est une question, une question. Oui, non, mais ce que je peux vous dire, c'est que du côté algérien, et je le dis haut et fort, parce que je suis en Algérie, c'est mon pays. Donc je peux me permettre de faire des critiques sans embâche, parce que c'est la réalité. Je pense qu'on devrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que cette France coloniale ne nous lâchera pas, parce qu'elle est réelle dans les structures de la République française. Il y a encore des gens qui sont farouchement pro-colonialistes, qui n'admettront jamais l'indépendance de l'Algérie, surtout de la manière dont ça s'est fait. Donc, moi, à mon sens, il y a eu quelque part, mais je ne pense pas qu'à ce niveau de la responsabilité, je ne pense pas que le président de la République algérienne était au courant. Je ne pense pas. Je ne veux pas le croire, en tout cas. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, ça me fait penser à une question, pourquoi est-ce que le travail, notamment sur la mémoire, sur l'histoire commandé à Monsieur Chiri l'année dernière, en même temps, entre guillemets, que celui commandé à Benjamin Stora par le président français, pourquoi est-ce que actuellement les Algériennes n'ont toujours pas vu ce rapport, ce travail sur la mémoire, car il y a de très très bons historiens en Algérie, c'est pas ce qui manque. Moi, je vous dis très franchement, personne n'attend rien du rapport de Chiri, parce que déjà ce qui s'écrit sur l'histoire, et moi ça fait 15 ans que je travaille sur l'histoire, quand j'ai fini de m'intéresser à l'université, je peux vous dire que tous les jours je fais des découvertes inimaginables. Tout ce qui a été écrit, toute l'historiographie officielle et des deux côtés, je ne mets pas en cause le travail de quelques jeunes universitaires algériens qui font un travail magnifique, mais ils sont complètement ignorés. Je ne mets pas en cause la frange arabophone, parce que je ne lis pas leurs travaux, donc je ne vais pas les accuser gratuitement. Mais la sphère francophone a écrit l'histoire telle qu'elle a été dictée par Charles-André Julien, par Ageron, par Mondouze et par tous les autres. C'est-à-dire qu'on s'est jamais posé des questions sur les sources. Or, les sources à partir desquelles Charles-André Julien a écrit son histoire de l'Afrique du Nord ou de l'Algérie, ce sont des sources uniquement militaires. Écoutez, les militaires français n'ont jamais dit la vérité, ni à la France, ni au Parlement, ni à leur gouvernement, ni à leur roi, et encore moins à l'Algérie et aux Algériens. Tous leurs rapports sont truffés de mensonges. Il faut les lire avec une loupe. Ça fait 3 mois que j'essaie de monter un texte avec un collègue sur les enfumades, et je peux vous dire que c'est un capharnaüm. Donc, il faut 1000 commissions pour sortir quelque chose de vrai. La France nous a toujours trompés, et elle continuera à le faire, et ça sera toujours comme ça. Rien ne se fera, ni avec les commissions, ni avec les doubles commissions mixtes, ni avec rien du tout. Les Algériens doivent prendre leur histoire en charge, et ils doivent l'écrire avec leur tripes et avec leur pays et leur peuple.
Vous évoquez, alors je vous garde encore 2 minutes, je vais retrouver Elias Djebali juste derrière, mais vous évoquez justement un peu ce rôle de la France qui apparemment, avec vos mots, pèse de plus en plus. Mais il y a tout de même des relations. On vient de voir la rencontre de la première ministre française. Emmanuel Macron s'y est rendu à peine 5 semaines avant. Il y a tout de même apparemment entre ces deux pays, en tout cas entre ces deux États, et là je parle de diplomatie, il y a tout de même un renforcement, une rencontre des liasses de mains qui se serrent. Il y a des choses qui se signent, des intentions, même si on n'en connaît pas réellement les contenus. Il y a des intérêts réciproques. L'Algérie a intérêt à négocier, à travailler avec la France sur pas mal de sujets, parce qu'il y a la proximité, puis parce qu'il y a les expertises, et puis parce qu'il y a il y a quand même 8 ou 9 millions d'Algériens et de Franco-Algériens qui vivent en France. C'est un cas unique au monde où une population d'un pays qui a été colonisé se retrouve dans le pays colonisateur. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du 17 octobre 61, c'est parce qu'il y avait une communauté qui ont été transférés ici parce qu'on a créé la misère, on les a pourris, on a créé la famine, on a créé les maladies, on a créé le choléra, et on a poussé les Algériens d'abord à servir à chair de canon depuis la guerre du Mexique 1851 ou 52, depuis la guerre de Prusse avec Napoléon et la bataille de Sedan, jusqu'à la première et à la seconde guerre mondiale. Donc on a toujours servi, et au Vietnam, donc on a toujours servi, et on se retrouvait là-bas. C'est pas le fait d'un choix, c'est parce qu'on a été obligés. Les gens qui ont émigré au 19e siècle ont été obligés, tout comme ceux qui émigrent au début du 20e siècle ont été obligés, parce que la famine qui sévissait ici dans la colonie que la France venue civiliser a fait que les gens crevaient la dalle et donc allaient là-bas. Et c'est pas plus mal qu'ils soient là-bas et qu'ils s'installent là-bas, qu'ils restent là-bas, parce qu'ils ont quand même construit ce pays. Voilà. Merci, cher Aziz Moatz, d'avoir été avec nous. Voilà, il nous reste 5 petites minutes d'émission. On va aller continuer avec Elias Djebali, que je retrouverai sur ce plateau, bien évidemment, d'ici quelques jours. Elias Djebali, vous étiez aussi d'ailleurs hier au Pont-Saint-Michel, au cœur de Paris, pour ce 17 octobre. Vous vivez dans l'actualité avec notamment cette année qui vient de s'écouler, pour ne parler que d'elle, entre cette histoire du « je t'aime, moi non plus », je le disais tout à l'heure, entre ces deux présidents. Lorsque vous avez appris et vous lisez cet article, en croire bien sûr le journaliste et son enquête, vous êtes trahi, vous êtes choqué. Pour vous, c'est normal parce que, comme le disent certains sénateurs et sénatrices, c'est le plus important, c'est la diplomatie. Est-ce qu'on peut parler de mensonge d'État? Vous savez, au fait, c'est comme si... Au fait, j'ai suivi comme tant de compatriotes, sur les réseaux sociaux, la nouvelle, le New York Times, c'est un très sérieux. Sur 24 crânes, il y a 6 d'origine algérienne, enfin de résistants algériens, c'est-à-dire les autres crânes ne sont pas des résistants algériens. Ils sont quoi alors? Des supplétifs, des bannières, c'est quoi? C'est ça la question. Parce que il y a la confusion. Moi, je vais pas rentrer dans les supputations. Je suis comme tous nos compatriotes. Mais il faut savoir que ces crânes sont devenus une collection privée en 1880. Et ce collectionneur, il les a vendus ou restitués au musée de l'homme Trocadéro à Paris. Moi, je me pose la question, j'ai pas envie de surfer sur le populisme. Pourquoi l'État algérien n'a pas émis une demande depuis fort longtemps? Pourquoi attendre l'initiative qui émane depuis 2011 et essaye de s'accrocher et nous faire des décors à l'aéroport, attendre l'écran des résistants? La résistance ne date pas depuis la guerre d'Algérie. La résistance, elle date depuis que le colon français a mis ses pieds à Sidi Viruge le 5 juillet 1830. C'est à l'ouest l'émir Abdelkader, en Kabylie Bouralia, l'oasis Acha, où 800 Algériens ont été assassinés, tués le 29 novembre 1849, sans compter les enfumades de Bugeaud. Mais tout ça, on le sait.
Alors sur la restitution, sur la restitution de ces 24 crânes, quand on entend certains, notamment d'ailleurs, je citais tout à l'heure certains sénateurs, donc je vais pas les reciter, mais Catherine Morin-Desailly, donc qui est sénatrice et qui dit les affaires diplomatiques ont prévalu sur les affaires historiques. Est-ce que les deux présidents sont entrés dans ce jeu-là en disant on en prend 24, peu importe entre guillemets si on n'a pas que des martyrs et des combattants, c'est parce qu'on peut croire que les deux présidents étaient au courant. Est-ce que ce qui comptait ici c'est la diplomatie malgré l'accueil, je le disais tout à l'heure, avec tout cet accueil et en grande pompe de ces 24 crânes qui sont arrivés en Algérie en juillet 2020? Ce régime, il est frappé du sceau de l'illégitimité. Chaban, il faut savoir, le régime il est illégitime. Ce président n'a pas été élu de façon démocratique. Il a été désigné par l'appareil militaire. Donc Macron, les officiels français, ils savent que le régime, il n'y a pas un rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Le rapport de force, il est en faveur de la France par rapport au gouvernement algérien, parce que le régime, il est en position de faiblesse. Maintenant, il faut nourrir un peu la consommation interne et intérieure et faire valoir que voilà, les 24 crânes, c'est la résistance algérienne, mais la résistance, elle appartient au peuple algérien, elle n'appartient pas à ceux qui gèrent actuellement l'Algérie. C'est-à-dire, les officiels français savent pertinemment que, je ne sais pas si c'est une supercherie, ce serait vraiment grave, et ça risque aussi de ternir les relations. Mais moi, je me pose la question, pourquoi pourquoi l'ambassade d'Algérie à Paris n'a pas fait un communiqué? Moi, j'ai pas entendu des communiqués. Le journaliste de New York Times qui a fait cette enquête et qui a sollicité aussi bien les autorités françaises et algériennes, il y a pas de retour, il n'y a pas d'écho. C'est ce que nous disait tout à l'heure effectivement Constant Méheux, un journaliste, qu'il n'y avait pour l'instant pas eu de réponse ni de droit de réponse. On y reviendra, c'est tellement, peut-être qu'il y aura des réactions et peut-être, enfin en tout cas on le souhaite pas, mais peut-être des difficultés, des incidences diplomatiques entre les deux États et les réactions peut-être d'autres presses et d'autres militants. Voilà, on voulait bien évidemment rendre hommage puisque c'est le 18 octobre, l'assassinat de Karim Belkacem qu'on ne présente plus. Vous allez voir sa photo s'afficher à l'écran dans quelques instants. Voilà, héros libérateur, héros révolutionnaire, ancien maquisard. Il faisait partie de ces 6 personnalités que nous n'oublierons jamais. Ce sont donc les premiers il a fait partie de ces 6 personnalités maquisards. Donc cette journée du 1er novembre 54, début de la guerre d'Algérie. Voilà, paix à ton âme, cher Karim Belkacem. Constant Méheux était avec nous donc pour cette interview, réaction donc à son article qui remet en cause la restitution des 24 crânes, notamment seulement 6 seraient des combattants et des martyrs. Merci Aziz Mouatz, merci Samia Meshoudi, merci Aliès Djebaili d'avoir participé à cette émission. Dans quelques instants, El Umr sur El Mararabia. Prenez soin de vous.